Salut à tous, c'est TLJ, le rendez-vous du jazz à la télé.com, et ce soir nous sommes avec Olivier Temim. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Alors Olivier, tu es saxophoniste ténor. Oui. C'est cela, je ne me suis pas encore trompé? Non, pour l'instant ça va. Bon, je vais essayer de tenir une heure, mais ça va être très difficile. Olivier, on est allé te filmer en concert au Duc des Lombards. Tu étais leader en quintette, mais je crois que ce n'est pas ton quintette habituel. Mais tu peux quand même nous expliquer avec qui tu as joué? Donc c'était avec Clovis Nicolas à la contrebasse, à la batterie à Jean-Pierre Arnaud, à la guitare Jérôme Bard, au piano Laurent Fickelson, et je crois que j'oublie personne. Et alors Jean-Pierre Arnaud, Clovis Nicolas, Jérôme Bard, Fickelson. C'est ça. Le compte est bon. Le compte est bon, c'est très bien. Donc, tu fonctionnais donc avec ce quintet-là ce soir-là. Et est-ce qu'en ce moment, tu as une actualité scénique particulière, ou est-ce que c'était exceptionnel, ce concert au Duc des Lombards? Non, en fait, je joue régulièrement au Duc des Lombards. Différents projets que je présente au Duc, différentes expériences. Donc, ça en était une. Et à venir, là, je vais jouer le 27 avril à la Foire de Paris dans le groupe de Jérôme Bard. Fin mai, je joue au Duc aussi avec un nouveau trio que j'ai monté avec Emmanuel Bex et Jean-Pierre Arnaud. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La Foire de Paris avec mon groupe, 5 mai aussi. Voilà, en gros, c'est les... En fait, tu fonctionnes avec des configurations différentes. C'est quelque chose que tu aimes bien faire? Bah oui, parce que comme je suis leader, moi, ça permet d'essayer des choses, de faire jouer des gens ensemble qui n'ont jamais joué ensemble, et puis de chercher des sons et des répertoires différents. Actuellement, j'ai en gros trois projets bien distincts. Il y a ce que j'ai appelé le Lombard All Stars, au 15e degré. C'est un groupe, c'est un sextet, mais c'est un groupe à géométrie variable dans lequel on joue nos compositions. C'est une musique que des compositions. Il y a mon quintet à moi, maintenant qui est devenu un sextet d'ailleurs, puisqu'on a intégré Jérôme Bard avec Alexandre Tassel au bugle. Là, c'est un mélange d'autres compositions et quelques reprises. Et à côté de ça, j'ai le trio, donc Emmanuel Bex, Jean-Pierre Arnaud et moi, où là, on fait un répertoire de reprises, de standards, mais justement jouer un peu à notre sauce, quoi, avec l'orgue et la batterie qui change un peu le son. Alors, on va voir que ce que tu joues, c'est très bebop, en fait, le hard bop, hard bop, très punchy. Donc, on va tout de suite regarder un premier extrait, et on se retrouve tout de suite après, et nous allons apprendre à mieux te connaître, Olivier. À tout de suite.
Voilà, c'était donc un premier extrait de ce concert au Duc des Lombards. Alors ça a l'air de drôlement bien fonctionner entre vous, ce quintet. Là, on sent vraiment qu'il y a une bonne entente, que vous avez l'air de bien vous marrer, de bien jouer. C'est une alchimie qui fonctionne bien. Ouais, parce que on croit aux mêmes choses. Et puis du coup, ça, c'est ce qui fait qu'on s'entend aussi bien humainement que musicalement, parce qu'on est tous dans la même direction, quoi. On fait tous la musique pour la même raison. Donc et tu sers un peu de pivot, tu as permis à des gens de se rencontrer. C'est ça qui est bien quand tu es leader. Enfin, c'est à la fois une responsabilité, et à la fois. T'es chef. Ouais, t'es chef, mais bon, c'est pas toujours facile, tu vois. Dès qu'il y a un problème, n'importe quel problème, c'est toi qui est responsable. Mais bon, ceci dit, ça permet aussi justement de créer des rencontres musicales et humaines aussi, d'ailleurs, parce que ça en découle évidemment. Et par exemple, Jérôme Bard n'avait jamais joué avec Jean-Pierre Arnaud. Enfin, c'est moi qui les ai fait se rencontrer. Laurent Fickelson, pareil, ne connaissait pas Jean-Pierre Arnaud. Le guitariste, voilà, le guitariste avait jamais avec le batteur. Voilà. Et Laurent, pareil. Donc c'est ça qui est bien. Voilà. Ça permet de faire justement des alchimies, de voir comment ça se passe, de tester. C'est pour ça que j'ai beaucoup de groupes différents pour faire une espèce de cuisine, quoi. Voilà. De voir ce qui colle le mieux et d'affiner comme ça. Ouais, c'est pas forcément pour trouver ce qui colle le mieux, mais c'est pour avoir différents sons de groupe, différentes directions musicales, en mettant un peu de piment, un peu de sel. Ça te permet d'avoir une palette plus large de styles, de thèmes. Exactement, et puis ça fait étudier aussi cette musique-là. Parce que quand je joue dans quelques formations que j'ai, certaines vont être plus tournées vers du hard bop plus traditionnel, entre guillemets. Donc ça va être plutôt Rollins, Dexter Gordon, pour citer les influences au ténor dans ce contexte-là. Après, quand je joue avec un autre groupe, ça va être plutôt Coltraneien, Wayne Shorter. Donc moi, ça me permet d'enrichir mon vocabulaire et d'étudier cette musique-là, quoi. Alors on va parler un petit peu de toi. Tu es originaire d'Aix-en-Provence, c'est ça? Alors tu peux nous raconter comment tu es arrivé jusqu'à la capitale? Je suis arrivé ici, j'ai pris le métro. Oui, c'est bien, tu es dégourdi comme garçon, c'est bien. Non, comment j'ai commencé? J'ai commencé dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Mon père étant musicien de jazz, mais free jazz, autodidacte, trompettiste. Et ma tante étant chanteuse de musique brésilienne et pianiste, autodidacte aussi. Et étant tous les deux fous de jazz, ils ont tout fait pour que je sois musicien. Donc il y a des bonnes fées déjà qui se sont penchées sur ton berceau. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait toujours écouter de la musique, du jazz. Moi au début ça ne m'intéressait pas, mais bon, petit à petit ça m'a un peu intrigué. Et puis quand c'était le bon moment, j'ai dit toc, je voudrais faire du saxophone s'il vous plaît. Et là évidemment. Ça c'était à quel âge? 14 ans. 14 ans. Voilà. Ah oui, il commençait. T'es pas mis super tôt. En fait. Ah non, mais justement, il commence à se décourager. Il ne croyait plus, mais bon, finalement. Tu faisais aucun instrument avant? J'ai fait un peu de guitare, mais classique, et c'était vraiment pour faire plaisir aux parents. Des jeux interdits? Voilà, des trucs comme ça. Mais non, je faisais de la photo par contre. Et c'est par l'intermédiaire de la photo que je suis arrivé à faire au jazz. Parce qu'en fait, mon père allait à des concerts de festivals de jazz, tout ça. Moi, je le suivais, je faisais des photos de musiciens. Et puis un jour, après avoir vu le groupe de Jack DeJohnette, il y avait beaucoup de saxophonistes. J'ai dit, mon père, j'aimerais bien jouer ça comme instrument. Enfin. Donc j'ai commencé à prendre des cours de sax avec un prof de jazz. Bref, de fil en aiguille, je me suis retrouvé, grâce à ma tante, à apprendre à improviser. Elle m'a appris à improviser. C'est-à-dire que j'allais chez elle, elle m'accompagnait, elle m'a appris à improviser au feeling, entre guillemets. C'est une approche du départ. Et puis surtout, elle m'a amené faire mes premiers buffs. Quand j'avais 14 ans, j'avais 6 mois de sax. Donc c'était une catastrophe, catastrophe absolue. Et un jour, elle m'a dit, tiens, je t'emmène dans ton premier club de jazz. Alors moi, j'ai dit, ah, super, je me suis pomponné et tout ça. Et puis, elle m'a amené dans la boîte, elle m'a dit, prends ton sax. J'ai dit, mais pourquoi faire? Prends ton sax. Donc, je pris mon sax, elle m'a présenté au musicien et j'ai fait le buff avec eux sur les 2 morceaux que je connaissais. Et après, tous les soirs, j'allais là-bas. Alors, comme j'étais le plus jeune, j'avais 14 ans, je me mettais près de la batterie, je cherchais la gamme, la tonalité du morceau à peu près. Et le moment venu, la chanteuse me tendait le micro et je faisais un solo. Et donc, j'ai appris comme ça, hein, en faisant le buff dans les clubs. Donc, à partir de là, une fois que j'ai commencé à faire ces choses-là, après on s'en passe plus, quoi. J'ai pris goût à ça. Tu es né sur scène en quelque sorte. Non, mais bon, pas à côté, quoi, dans les coulisses. Et donc voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, évidemment, on a envie de monter des groupes, on a envie de monter des concerts. J'ai joué beaucoup dans la rue, toujours du jazz, et puis me voilà. T'as pas fait d'école, de trucs de conservatoire, des choses comme ça? Si, j'ai fait acte de présence à la classe de jazz au Conservatoire de Marseille.
avec Clovis Nicolas d'ailleurs, qui était là aussi à l'époque. En fait, on n'allait pas au cours, on allait juste aux examens, parce qu'on avait déjà des concerts à l'époque, et bon, des fois on arrivait, il y avait deux basses, un piano, pas de batterie, ainsi de suite, et puis on n'était pas très patients, donc on allait juste passer les examens, quoi. Donc tu es monté à Paris, La capitale. et oui, comme on dit nous les Marseillais. Et comment ça s'est passé? Tu y a des gens que tu as rencontrés sur place qui t'ont aidé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, étant en province, évidemment, en France, le jazz, ça se passe à Paris. Et une fois qu'on a joué un peu partout dans le sud... C'est quand tu as fait le pêle-mêle, voilà, exactement. le scat à Aix, et tu te rends compte que si tu restes dans le sud... Il y a la Cité de la musique aussi. Ouais, c'est de la musique, aussi, ils font des bœufs aussi tous les mois, je crois le lundi, il me semble. C'est pas mal. D'ailleurs, j'enseignais moi là-bas, c'est de la musique. J'étais prof pendant 4 ans là-bas pour le sax. Mais donc au bout d'un moment, tu te dis, bon, si tu as envie de jouer avec les meilleurs musiciens, si tu as envie d'apprendre, si tu as envie de te confronter un peu à tout ça, il faut aller là où ça se passe, quoi. Donc moi, j'allais souvent avec Clovis faire des petits séjours comme ça pour voir comment ça se passait. En voyant tous les concerts qu'il y avait, on était impressionnés de voir tous ces musiciens. On faisait un peu le bœuf de temps en temps. Et puis finalement, un jour, on est monté, quoi. Donc moi, j'ai eu la chance d'habiter tout de suite avec les frères Belmondo. Donc c'est quand même des bons ambassadeurs de jazz en France. Donc, Stéphane, on a failli avoir. Il va venir. Et donc voilà, ils m'ont ouvert les portes des clubs. Moi, je suis arrivé dans les clubs avec eux, etc. En plus, on habitait à Châtelet à l'époque, donc toutes les nuits. Oui, donc au moins pour aller rue des Lombards, c'est pas loin. On pouvait remonter à pied et tout, sans problème. Et donc j'ai vécu la nuit pendant 2 ans. J'étais tous les soirs, je faisais l'ouverture et la fermeture du Duc des Lombards. Et je jouais, dès que je pouvais jouer, je faisais le bœuf, etc. Et j'ai monté tout de suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite monté un groupe, mon groupe. J'ai écouté des musiciens avec qui j'avais envie de jouer. À l'époque, c'était Benjamin Enoch et Laurent Fickelson, qui n'avaient jamais joué ensemble. Et j'ai monté mon premier quartet à Paris avec eux et Clovis Nicolas à la contrebasse, qui a duré 4 ans. Donc là, tu as commencé comme ça ces formations et tu as eu l'occasion de jouer aux côtés de gens d'une stature impressionnante, de grands jazzman confirmés. Tu veux dire en faisant le bœuf? En faisant le bœuf, dans des concerts, des festivals et des choses comme ça. En tout cas, en faisant le bœuf, ça m'est arrivé notamment au Sunset. Un jour, on jouait avec mon groupe et il y a Bart Meldo qui est venu faire le bœuf avec nous. Alors, c'est un super souvenir. Et sinon, des concerts que j'ai fait, des concerts, oui, j'ai travaillé pendant 2 ans dans le groupe de Johnny Griffin. Ça, c'était super. J'ai appris beaucoup de choses, quoi. Oui, ça, c'est forcément une expérience qui... Aussi bien musicale qu'humaine, d'ailleurs. Et j'ai fait quelques concerts avec Steve Grossman à Mâcon, au Crescent Jazz Club. Qu'est-ce que j'ai fait Là, cet été, j'ai joué avec Wynton Marsalis à Marciac. Marciac, c'est ça. Il a monté un groupe avec des musiciens français. Il voulait faire un truc comme ça qui s'appelait Wynton and Friends. Il y avait Pierre Boussaguet, Franck Avitabile, Sylvain Luc, Eric Prost, j'ai déjà dit Pierre Boussaguet, et Wynton. Voilà, c'est ça. Et donc on a joué ensemble, on s'est régalé, c'est super. Sinon, qui j'ai croisé? Je joue depuis 6 ans dans le groupe de Michel Hendrix. C'est la première qui m'a engagé à Paris d'ailleurs. Le groupe de Jean-Loup Longnon aussi, et puis d'autres choses à droite à gauche. C'est tous ces gens qui te permettent de progresser, de rencontrer, de t'ouvrir. D'apprendre, D'apprendre, c'est ce qui est important. Et donc, si on parle un peu plus de ton jeu, tu es quelque part entre Coltrane et Sonny Rollins, quelque chose comme ça? Quelque part, mais où? Non, mes influences, oui, c'est toujours difficile de parler de son propre jeu, mais oui, évidemment, Coltrane, Rollins, je ne connais pas un ténor de jazz qui ne va pas citer ces 2 noms. Art Pepper. Pas au ténor. Quoi qu'il a fait des trucs au ténor. Non, Dexter Gordon, Wayne Shorter, Joe Anderson. C'est du jazz. Ça se passe pour moi dans les années 60, quoi. Fin des années 50, début des années 60. C'est ma période de prédilection. Art bop. Et peut-être d'autres périodes, d'autres styles qui t'attirent, même en tant que mélomane. Mélomane, bien sûr. Alors, en tant que mélomane, toutes les musiques m'intéressent et tous les types de jazz m'intéressent. J'ai beaucoup de curiosité pour tout ce qui se fait. Mais moi, en tout cas, le domaine dans lequel je peux le plus facilement et le mieux m'exprimer, c'est ce registre-là. Et tu peux arriver à expliquer pourquoi ou ça se trouve comme ça? Non, je ne pourrais pas expliquer. Tu as une affinité particulière avec... Il n'y a pas de raison particulière, disons que c'est la musique que je préfère jouer. Et pourtant, quand j'ai commencé...
je suis passé partout, j'ai fait beaucoup de funk, beaucoup de salsa, j'ai fait des disques de salsa, beaucoup de fusion, j'ai fait du rap, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour goûter un peu à tout ça, quoi. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je préférais faire, c'était du jazz. Donc pourquoi ne pas faire que ça? Et en plus, je me suis rendu compte qu'en allant dans le sens du jazz, en faisant du jazz, ça permettait après de pouvoir faire n'importe quel style de musique et de pouvoir se greffer. Parce que ce qu'on apprend en jouant du jazz, musicalement, on peut l'appliquer dans n'importe quel style, dans n'importe quel contexte. Si tu fais du jazz, que tu es improvisateur, tu peux faire un duo avec une poêle à frire sans problème. C'est une école de l'expression libre, entre guillemets, qui n'est pas si libre que ça. Mais ça permet après de faire... oui, une fois que tu fais ça, tu peux tout aller faire. partout, ouais. Et justement, ton look, c'était très looké comme garçon, comme jazzman. Est-ce que c'est hérité? Bah oui. Est-ce que c'est hérité justement de ces expériences musicales annexes? Non, pas du tout. En fait, c'est hérité d'une farce d'un copain, en fait. Enfin, pas vraiment une farce, mais disons que c'était une nuit bien arrosée, au Festival de Calvi. Et moi, j'avais les cheveux rouges déjà, donc j'y suis pas pour rien. Mais bon, il m'a fait une crête comme ça, il m'a rasé. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas le garder, ça me plaisait bien et ça me plaît toujours. Justement, t'as voulu un peu dans le parce que je suis allé en Afrique, là. Ah, je reviens du Sénégal où j'ai joué 3 semaines, donc j'ai ramené des séquelles. C'est une crête rasta. Voilà, une crête rasta, ouais. Non, mais puis j'aime bien justement... ce qui me plaît, c'est que, en fait, le jazz, c'est une musique qui véhicule un discours de liberté. Et d'anticonformisme aussi, et de tolérance. C'est tout ça derrière. Toute l'histoire des musiciens de jazz, c'est ça qui véhicule. Et moi, je me suis rendu compte que dans ce milieu-là, le public, surtout à Paris, en général, ce sont des gens qui sont à la quarantaine, des cadres, des gens qui sont d'un milieu assez aisé, etc. Donc pour moi, quand je suis arrivé, je trouvais ça un peu coincé. À l'inverse de ce que nous, les musiciens, on vivait entre nous, parce que c'est pas un problème à ce niveau-là. Et je me suis dit, mais pourquoi pas un peu... Un peu rock'n'roll attitude. Non, un peu les choquer, pas les choquer, mais un peu les remuer. Les remuer un peu, ouais. Mais évidemment, c'est la conséquence, parce que moi, c'est parce que ça me plaît. Mais je me suis rendu compte que ça... Oui, une adéquation entre ton image et puis ta façon que tu as d'aborder la musique. Voilà, et en plus, pour moi, c'est une tenue de scène, quoi. Oui, on voit que tu mets ta veste noire. C'est une tenue de scène, ouais. Il y a beaucoup de jazzmen, de mecs qui arrivent, ils sont en pull, machin, jean, qui font pas très attention, mais toi, tu es quand même... Moi, j'estime que c'est un tout, mais bon, je critique pas ceux qui... non, mais c'est pas... Non, mais c'est-à-dire qu'il y a souvent des gens qui sont très décontractés, qui sont comme ils sont dans la vie, ils arrivent sur scène, clac, ils prennent leur instrument, et puis ils sont comme ils sont. Non, moi, tu as quand même... j'estime que les gens sont venus voir quelque chose, ils se sont déplacés, ils ont payé, ils viennent pour voir quelque chose. Il faut leur faire plaisir, il faut les honorer, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit un ensemble, un tout, quoi. Pour moi, ça passe aussi par le visuel. Mais c'est un vecteur de musique, c'est un tout pour moi, c'est les deux ensemble. Et d'ailleurs, quand tu vois, quand je regarde toutes les photos, tous les films qui ont été faits dans l'histoire du jazz, tu vois, les musiciens, ils avaient aussi bien leur style musical que vestimentaire. Tu vois le groupe de Sun Ra, tu vois Coltrane, Mice, ça a toujours existé, c'est parti. BSP, tout ça, enfin ils ont tous dans quelque chose chacun a trouvé, tu les identifies, quoi. Voilà. Donc, eh bien écoute, on va réécouter un petit peu de musique et un deuxième extrait de ton concert et on se retrouve tout de suite après.
Voilà, retour sur le plateau. Ce morceau, c'était question piège. Attends, Bernie's Tune. Voilà. Bernie's Tune. Je ne le savais pas non plus, mais... Qui a été joué je t'ai par... testé. J'aurais pu dire n'importe quoi en fait. Oui, complètement. Tu veux complètement me piéger en fait. Je suis complètement inculte. Qui a été enregistré par Jerry Mulligan avec Chad Baker. Ok. Entre Alors, si on revient un peu là sur ce parcours, tu arrives à Paris là. Qu'est-ce que c'est les difficultés, les bonheurs aussi d'un jeune musicien? Comment est-ce qu'on arrive à trouver des scènes, à trouver un agent, à enregistrer des disques? Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Comment est-ce que ça se passe Je pense que pour un jeune musicien qui arrive à Paris, ou qui arrive, qui veut faire ce métier-là, qui veut se faire connaître et tout ça, il y a une seule méthode, c'est aller dans les clubs et faire le bœuf. Taper sur l'épaule des aînés et leur dire « Est-ce que je peux faire un morceau avec vous, s'il vous plaît ?» Et c'est comme ça qu'on se fait connaître, c'est comme ça qu'on apprend au contact des meilleurs. Et en plus, c'est une grande école d'humilité. Et c'est aussi une manière de savoir vraiment ce qu'on veut faire. Oser venir jouer après des pointures qu'on admire, c'est très enrichissant par rapport à soi, par rapport à l'image qu'on a de soi, etc. Et donc je pense que c'est ça le truc à faire, quoi. En parallèle de ça, monter des groupes, etc. Et à proposer un répertoire, travailler en orchestre. Ce sont les deux choses à faire. Après, tout le reste s'enchaîne. Si on y croit suffisamment, si on se lève le matin pour ça, si on travaille en plus en parallèle son instrument et tout ça, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas de toute façon. Et après, les gens te rappellent, ils te font participer éventuellement à leur formation. Et on a besoin d'un saxophoniste, l'autre est tombé malade. Tiens, le petit jeune, il était là hier soir, il a fait un blues, tu te rappelles? Ouais, tu peux avoir son numéro de téléphone. Et puis voilà, de fil en aiguille, on se retrouve à faire des on fait des remplacements, et puis après on devient titulaire, et puis après, après on existe, et on est un de plus parmi la masse des saxophonistes parisiens. Oui, c'est ça. Puis après, il faut arriver à avoir un nom et puis à être quelqu'un qu'on a envie de faire venir, quoi, c'est ça? C'est là le vrai challenge, quoi. C'est d'arriver à proposer de la musique, quoi, et de le faire avec le plus d'honnêteté possible, d'avoir un truc à raconter, à donner aux gens. Voilà. Et si on arrive à tout ça, et je dis pas que j'y arrive, si on arrive à tout ça, de toute façon, les gens sont friands de ça. Les gens, ils vont venir dans les clubs de jazz ou ils vont s'intéresser à l'art pour ça, parce que c'est leur nourriture spirituelle ou leur nourriture sensuelle, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on a, nous, à leur donner. Donc plus il y aura de choses comme ça honnêtes, personnelles et vraies, et plus il y aura de gens qui viendront les écouter. Il y a de la place pour tout le monde. Et on arrive à vivre de sa musique, c'est difficile, enfin, tout le monde n'y arrive pas forcément, mais quand on est pour toi, quand on est arrivé à être quelqu'un, Olivier Temim, c'est un saxophoniste français qui compte, qu'on connaît, mais ça prend du temps. Et ça prend combien de temps pour justement arriver Il n'y a pas de recette miracle. Hein. Moi, je suis arrivé à Paris en 96. Je connaissais personne. Et puis maintenant, je connais un peu plus de monde et je fais plus de concerts. J'ai la chance de pouvoir jouer régulièrement dans les clubs en Paris, à l'étranger, en province, et de faire ma musique. Ça prend combien de temps? Moi, ça m'a pris 5 ans et je suis loin d'être arrivé. En plus, dans ce métier-là, rien n'est jamais acquis. C'est-à-dire qu'on peut très bien se retrouver en première page d'un magazine en février et être oublié de tout le monde en mars. Donc, c'est pas une fin en soi. Ce qu'il faut, c'est un travail sur le long terme qu'il faut faire, c'est avancer dans la musique, trouver sa musique, évoluer, avancer, et après, ça débouche sur un enrichissement, sur une maturité. Mais tu as eu des vraies galères de départ Bah oui, bien sûr. Mais c'est des bonnes galères, moi j'ai des super souvenirs. Je pense que tous les gens qui ont galéré ont encore des bons souvenirs. Moi aujourd'hui je vis correctement, sans plus, et j'aspire pas à plus. Et effectivement j'ai galéré comme tout le monde, mais bon c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais c'est pas ça le vrai salaire, quoi. Le vrai salaire, c'est quand tu as fini de jouer et que tu descends de scène et que tu es rempli parce que c'est passé, quoi. C'est ça le vrai salaire. Mais c'est bien de pouvoir savoir que tu peux te consacrer uniquement à ça, quoi. Oui, mais ça c'est... Quand tu arrives à ça déjà, c'est bien. Ouais, mais ça c'est à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde. Si vraiment, si on y croit suffisamment, si on a vraiment envie de faire ça, plus qu'autre chose, plus que tout le monde, et ben, on a que ça à faire. Et puis en plus, la chance qu'on a en tant que musicien, c'est que contrairement à beaucoup d'autres formes d'art, moi j'ai commencé, ça m'est arrivé souvent, j'avais pas de thunes pour manger, ben, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon sax, j'allais dans la rue, et je jouais au marché,
Et j'ai joué dans la rue tout seul, et puis je pouvais me payer un sandwich. On a une chance, on serait peintre, je serais peintre, ce serait beaucoup plus difficile, je serais acteur, ce serait beaucoup plus difficile. Les musiciens, on sait que dans la pire des dèches, tu prends ton instrument, tu te mets dans un coin de rue ou au métro, marché, et voilà. tu joues, et tu auras toujours l'estomac rempli et un toit pour t'abriter. Et qu'est-ce que tu penses un peu de le jazz, ça nourrit son homme à peu près, et tu penses qu'on pourrait faire autre chose au niveau de la visibilité du jazz, on n'en parle pas assez selon toi, il y a un vrai problème là-dessus? Non, je pense que le jazz, c'est aussi une musique qui doit être découverte. C'est un espèce de parcours initiatique. C'est une musique dans laquelle on va. C'est pas une musique qui s'impose à nous. C'est pas une musique qu'on entend sur les ondes. C'est une musique qu'on va aller découvrir, qu'on va aller chercher. On va trouver les vieux disques chez le disquaire, machin. On va s'intéresser à la vie des musiciens, etc. C'est un ensemble. Donc pour moi, je trouve que depuis quelques années, il y a un renouveau du jazz en France qui a démarré il y a 8 ans et qui aujourd'hui commence à payer ses fruits. De plus en plus de jeunes musiciens, de plus en plus de labels, de plus en plus de radios, de plus en plus d'émissions qui parlent du jazz, de plus en plus de journaux, de plus en plus de public. Donc effectivement, ça va dans le bon sens. Et ce qui manque, je sais pas, moi je trouve que c'est très bien comme c'est, quoi. Il faut évidemment qu'il y ait, à mon avis, qu'il y ait encore plus de discours contradictoires, par exemple, au niveau de la presse. Il faut qu'il y ait encore plus de débats, qu'il y ait encore plus de prise d'opinion, mais je pense que ça va dans le bon sens. Et tu n'as pas peur que si le jazz s'ouvre, des choses comme l'électronique, qu'il y ait ce côté musique d'initié, ça se dénature, qu'il y ait des expériences plus commerciales que vraiment artistiques, qui détournent le public, qui intéressent le public et qui finalement les gens disent oui, j'aime le jazz parce que j'écoute tel ou tel truc, et alors que c'est pas forcément le jazz que. Mais tu sais, le jazz, c'est un papy, quoi. Tu vois, ça fait des années qu'il s'est fait passer dessus par toutes les influences, les vagues de musique qui sont arrivées, qui se sont mélangées, parce que comme c'est une musique de liberté, tout le monde a pu s'exprimer. Alors il a tout mélangé, quoi. Il a tout fait. Il y a eu toutes les musiques ethniques, les musiques électroniques, les nouvelles technologies, tout a été est passé à un moment donné à la moulinée de jazz. Mais malgré tout, il reste toujours l'essentiel, l'essence du jazz reste. C'est comme s'il allait faire des aventures, quoi, des voyages, mais l'essentiel, ça reste toujours l'identité du jazz. Et moi, au contraire, ça ne me fait pas peur du tout, le fait qu'il y ait des gens qui fassent des expériences à partir du jazz. Au contraire, c'est décliner une forme d'art, quoi. Mais tu penses que c'est une musique qui est condamné entre guillemets à avoir une audience réduite, limitée à des gens qui s'intéressent, qui sont vraiment qui sont actifs dans leur démarche de mélomane? Je pense que déjà, le fait est qu'à la base, la raison pour laquelle les gens écoutent Lara Fabian et n'écoutent pas Coltrane, ou plus de gens écoutent Lara Fabian, bien sûr, c'est qu'on n'entend pas Coltrane à la radio. Et pourquoi est-ce qu'on n'entend pas Coltrane à la radio? Parce que c'est une musique qui n'est plus une musique populaire. Et c'est normal, c'est Si va la vie, c'est une musique, à l'époque où elle a été faite, c'était la musique de ce moment-là, de ce temps-là. C'était un instantané de l'époque. Aujourd'hui, c'est autre chose. Mais ce qui est intéressant pour moi, justement, c'est de voir, par exemple, à l'époque, quand Sting jouait avec Marsalis, Vincent Marsalis au sax ténor, il avait pris des jazzmen dans son groupe, et il faisait de la musique de variété. Et il y avait des solos. Et les gens qui écoutaient Sting, qui ne seraient jamais allés vers le jazz, d'un coup, ils entendaient un saxophoniste jouer des solos, etc., le jazz, et puis ils s'y intéressaient. Donc évidemment, ça amène les gens vers le jazz. Parce qu'après, évidemment, une fois qu'on a goûté, on peut difficilement s'en passer. Non, moi je pense que tout est bon à ce niveau-là, quoi. Mais c'est comme comment Miles Davis est allé avec Prince, ou là maintenant, les expériences comme Saint-Germain, les choses comme ça peut amener des gens qui sont pas acquis d'avance au jazz. Voilà, mais ça peut très bien aussi ne pas les amener. Mais ça peut pas amener, et ça veut dire, c'est que ça peut en rester uniquement là, quoi. Ah, oui, mais ça c'est tant pis, mais c'est pour eux. Pour eux, ouais, c'est dommage. Mais donc c'est une piste une perche qui est tendue, quoi. Après c'est à nous d'aller chercher dans les bouquins si ça nous plaît vraiment, quoi. Les disques et tout ça. Et le milieu jazz entre musiciens, c'est une grande famille où tout le monde s'aime. Quand on arrive comme ça, c'est facile. Les musiciens de jazz. C'est difficile ou c'est très difficile de se faire accepter? C'est un milieu de passionnés, comme je disais tout à l'heure.
c'est un milieu de passionnés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont entiers, qui ont bâti leur vie pour l'amour de cette chose-là, de s'exprimer par cette musique-là. Donc évidemment, il y a les excès. Effectivement, puis en plus, c'est une musique qui a une image qui traîne une image de rébellion, d'anticonformisme. Donc évidemment, quand on arrive là-dedans, on se dit mais qu'est-ce que c'est tous ces furieux là, ces excentriques Mais moi je pense que, enfin moi en tout cas ce que j'ai vécu et ce que je vois tous les jours, quand un musicien arrive absolument inconnu et qu'il arrive et qu'il ose prendre la parole musicalement ou juste avec des mots et dire voilà je suis là, je joue, si jamais il joue vraiment avec ses tripes et avec son cœur, là, les musiciens vont l'accueillir bras ouverts, bienvenue au club. Bienvenue parmi nous, quoi. Et c'est ça qui est malgré tout les excès, etc. C'est quand même une grande solidarité, un grand respect entre musiciens qui fait que en fait c'est effectivement paradoxalement une grande famille malgré tout. C'est même possible donc de lui faire sa place et même. Bien sûr, au contraire, on a besoin de recrues. Il faut qu'il y ait le plus de monde possible qui vienne jouer. Eh ben merci Olivier d'être venu nous voir. C'est sympa à toi. Ben, merci de m'avoir invité. Ben oui, c'est sympa à moi aussi. T'as un projet de disque bientôt? Eh ben oui, Inch'Allah. Il y a un disque qui devrait sortir à la rentrée normalement, mais bon, je peux pas en dire plus pour l'instant. Bon, eh ben, dans vos bacs, voilà. Très prochainement. Eh ben merci et nous on se retrouve la semaine prochaine par exemple. Ceux qui sont en musique, salut. Salut.